Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Twitch, naturellement dédiée à l'OGC Nice. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé dans le Club Pantio. Il s'agissait bien d'une émission pour le match de Brest, perdu lamentablement. Voilà, on avait encore beaucoup d'espoir, on avait encore beaucoup de hype en cette fin de saison. Bon, il s'est trouvé que, comme vous le savez, l'OGC Nice a été éliminé en quart de finale de Conference League. On va pas parler de ça ce soir. On va évidemment revenir sur la victoire de l'OGC Nice en championnat, qui n'avait plus gagné depuis quasiment 2 mois. Voilà, les perspectives aussi pour cette fin de saison, la perception aussi du projet de l'OGC Nice et d'Ineos. Et on terminera par un petit quiz, un programme plutôt sympa, plutôt alléchant. Et les deux personnes qui sont là ce soir, pour m'accompagner, j'ai le plaisir déjà d'accueillir Matt, qui est là parmi nous, le pilote d'avion avec son casque. Comment tu vas, Matt? Ça va. Je sais pas si ça va. On est perdu dans cette commune, on sait pas ce qu'on veut. Après un week-end de 3 jours, je m'inflige un replay de 3 Nice pour faire cette émission. Je pense que ça relève d'un trouble mental, comme dirait notre ami Loraï. Petite Ouais. dédicace avec mon casque à la Grégoire Margoton, là, ou je sais pas quoi. Ça va aller. On a des bons week-ends au mois de mai. On va dire Effectivement, que ça va. tu soulignes le fait de t'être infligé un replay. Alors, ça a été aussi mon cas. Donc, c'est dire que déjà, psychologiquement, on va un peu mieux, hein. Déjà, de savoir aussi que l'OGC Nice a gagné. Ça fait un peu opportuniste, mais bon, voilà, on vit notre passion à fond, on est supporter. Et des fois, ça fait du bien aussi de prendre un peu de recul. Bertigno est également là. Comment ça va, Bertigno? Bah écoute, ça va. C'est mieux de débriefer une victoire là. Depuis quelques temps, je débriefais que des défaites, donc c'était un petit peu chiant. Mais bon, voilà, là c'est bien. On débriefe une victoire, même si on n'a plus rien à jouer. C'est toujours mieux de parler dans ces conditions-là. Ouais, effectivement, donc voilà, je le disais, hein, victoire 1-0 au stade de l'Aube contre l'effroyable Estac de Troyes. 1-0, donc but de Boudaoui. Messieurs, dans un premier temps, on va donc parler du match et de la composition. Alors, quelques retours, et notamment un qui a été très important sur ce match, c'est celui de Jordan Lotomba. Après plusieurs semaines de blessure, il a fait donc son retour en tant que titulaire et a joué quasiment 70 minutes et sorti sur des crampes. C'était vraiment un match de reprise pour lui. Buonanni aussi qui enchaînait encore une titularisation. Et donc Pablo Rosario qui a été aligné en défense centrale à la place de JC Todibo, légèrement blessé à la hanche. Déjà, messieurs, par rapport au dispositif choisi par Digard et le choix des hommes, on était sur une équipe plus ou moins type. Qu'est-ce que tu en as pensé, Matt, déjà de ce 11 aligné par Digard? C'est le, ouais, c'est le meilleur 11 qu'il pouvait aligner, je pense, avec la blessure de dernière minute de Todibo. Moi, franchement, j'ai bien aimé cette équipe et j'aime bien qu'on arrête avec la défense à 3. Je pense qu'on n'a pas le personnel pour. Et tu soulignais le retour de Lotomba. Je pense qu'il fait partie des bonnes satisfactions de ce match. J'en parlerai un peu plus tard, mais au global, tout ce côté droit, moi, m'a intéressé. Peut-être pas en allant jusqu'à la charnière centrale droite. J'avoue que ça s'est peut-être arrêté avant. Je serais peut-être un peu plus haut sur le terrain, mais on en discutera. Bertigno, par rapport à ce choix-là, voilà, de maintenir ce 4-3-3. Ce qui est assez étonnant finalement, c'est que Lotomba, qui était très à l'aise aussi dans ce rôle de piston, aurait pu évoluer dans ce rôle-là. Mais là, l'objectif, c'était d'avoir le pied sur le ballon, d'être à l'initiative. Et c'est ce que l'OGC Nice a réussi à faire sur cette partie face à une équipe de 3 extrêmement faible. Qu'as-tu pensé déjà de prime abord, voilà, de ce choix-là de dispositif et le choix des hommes du classique? Bah, le choix des hommes, il est classique. Le dispositif, il me paraissait bien parce qu'en 4-3-3 comme ça nous offrait beaucoup de densité dans l'axe. Et quand j'ai revu le replay du match, bah, c'est vrai qu'on récupérait beaucoup de ballons dans l'axe du terrain en faisant un pressing assez haut. Et je pense que voilà, ce système, ça nous a permis de densifier l'axe, d'amener un petit peu plus de monde et de les mettre en difficulté. Donc, quand tu prends le dessus au milieu de terrain, en général, tu te mets dans de bonnes dispositions pour la suite.
Et je pense que voilà, le choix était bon, que ce soit les hommes ou le système, et ça a payé. Tu as parlé du milieu de terrain, ça a été l'une des grandes satisfactions, on va dire, de ce match, hein, ponctué surtout par la prestation d'un homme, hein, qui a été buteur sur cette partie, Chem Boudaoui. Voilà, installé pour le coup en ce poste de numéro 6. Pas de Youssouf, donc pas de doute sur le positionnement. On sent vraiment que sur les dernières semaines, les derniers mois de compétition et surtout depuis l'intronisation de Digard, ce poste lui va à merveille. Alors on parlait juste avant l'enregistrement de la volonté de certains de la communauté sur Twitter de le voir évoluer un peu plus haut. Donc, est-ce que voilà, pour vous, Boudaoui est un véritable numéro 6 ou vous l'imaginez peut-être un cran plus haut avec un Ramsey peut-être un cran plus bas ça s'est déjà passé ou alors peut-être un joueur comme Youssouf qui a déjà évolué dans ce poste de numéro 6 Matt ou Bertigno, les gars. Bah, j'y vais. Moi, je trouve que Boudaoui, c'est vraiment dans ce rôle de numéro 6 qu'il est le meilleur. Parce que déjà, défensivement, il t'offre une sécurité dans le placement, dans la façon dont il se met dans les trajectoires de passe et à distance d'intervention des milieux adverses. Donc ça, je trouve ça trop important pour l'équilibre de l'équipe. Et offensivement, à la relance, il est plutôt propre, sans prendre trop de risques non plus dans ses choix de passe, mais il perd quand même peu de ballons globalement par la passe. Et en 8, j'ai un peu plus de mal à le voir évoluer parce que je pense qu'il manque un peu de tranchant dans les 30 derniers mètres. Il manque un petit peu ce surplus d'énergie, cette prise de risque en fait qui peut faire la différence dans les 30 derniers mètres. Il l'a moins que d'autres. Donc voilà, je le trouve plus à l'aise et que ça lui convient mieux en 6 et j'espère que voilà, qu'il va continuer à ce poste-là. Matt Boudaoui, buteur, il aurait même pu en marquer. J'ai en tête une grosse occasion aussi en première mi-temps. Je me demande s'il n'a pas aussi une frappe cadrée en seconde arrêtée par le portier troyen. Euh, Ton regard sur sa prestation de dimanche? Un peu le métronome de cette équipe. En tout cas, il doit être amené à le devenir. Et s'il commence à rajouter le tir à sa palette, ça va devenir très très sérieux. Jusque-là, on le voyait un peu timide. Souvent, c'était des frappes en bout de course. C'était pas convaincant. Là, je sais pas ce qu'il a. Il nous a envoyé des très bons coups de patte. Et même en 6, dans une position plus reculée, si le projet de jeu de l'OGC Nice met à un jour arriver à maturité, je dis des mots compliqués là, hein, faut se mouiller la nuque avant de les prononcer ceux-là. Si le but c'est d'avoir une équipe dominante avec la possession, et Hicham Boudaoui peut se permettre du coup d'avoir certaines situations de tir de loin, s'il les tire toutes comme ça, moi je veux bien voir ça, mais sinon il a fait un match à son image, très bon, très très bon. Peut-être je dirais sur 2023, peut-être le Niçois le plus constant dans le jeu. Ouais. Et puis aussi, faut souligner que sur ce match-là où tu es en archi-domination contre un adversaire beaucoup plus faible, il a apporté aussi cette spontanéité-là parce que enfin, vous allez me dire ce que vous allez en penser, mais plus d'une fois, donc ça faisait du droit-gauche, un peu voilà, du handball. Il y a eu énormément de situations. La défense troyenne était en grande difficulté. Mais est-ce que justement ce registre-là voilà, de frappe de loin, euh, on l'a pas vu énormément cette saison. Rose Barclay qui nous a fait un peu voilà, sa spéciale, notamment à Rennes. Il y a eu Brahimi également qui en a mis certains. Bertino, c'est aussi une option, ça, lorsque on accule une équipe de tenter de loin et voilà, Boudaoui a apporté cette spontanéité-là que normalement sont censés apporter les joueurs plus offensifs. Et là, je pense notamment à un joueur comme Kefren Tura ou voire même Aaron Ramsey. C'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que on prend pas assez notre chance de loin, ou du moins pas assez en bonne position quand on a l'occasion de le faire. Parfois, on cherche vraiment trop la dernière passe dans la surface, ou
ou la dernière combinaison, alors qu'on pourrait prendre notre chance à 25 mètres. Donc, je pense qu'on est en mesure et on a les joueurs pour aussi allumer de plus loin. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une consigne, hein, c'est peut-être aussi une consigne du coach. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas assez notre chance. Et là, c'est Boudaoui qui s'en est chargé et ça a payé. Donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'on peut faire mieux. Puis Pancho, tu citais Ramsey et Thuram pour tirer de loin. Je pense que Laborde et Mofi sont pas en reste au niveau de la frappe de balle. Et combien de fois on les voit à peu près alignés sur la ligne de la surface, sortir un peu en retrait pour jouer en appui et ne jamais tenter de se retourner, ne jamais tenter le contrôle orienté, se mettre en position de frappe et profiter de l'espace qu'ils ont créé avec l'appel pour tirer. C'est un des trucs qui m'a fait m'arracher les cheveux là, hier soir sur le match. Ils ne le tentent jamais. Ils ne tentent jamais de se retourner avec le ballon. C'est d'une pauvreté et du coup, les défenseurs savent comment nous gérer. C'est-à-dire que tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, tirer de loin, c'est aussi faire sortir la défense. Tu fais sortir la défense, tu vas créer de l'espace pour les autres, libérer des poches d'air pour les appels. Enfin, je veux dire, c'est tout le jeu qui va aussi reposer sur cette capacité à créer le danger de loin, je pense, qui nous manque cruellement, cruellement aujourd'hui. Effectivement, alors on parle de la prestation de Hichem Boudaoui, hein, qui est comme tu l'as rappelé, Matt, sur une régularité assez impressionnante depuis plusieurs mois, hein, même avant l'intronisation de Didier Digard, il était sur des bonnes performances. Il y a un joueur aussi qui est sur une très bonne dynamique. Tu parlais du couloir droit, Matt. On avait donc un couloir droit composé de Jordan Lotomba et de Badreddine Bouanani. Bouanani qui a été à l'initiative aussi du premier but. Alors, il faut saluer aussi la transversale de Dante au début de l'action qui est absolument somptueuse. Bouanani, voilà, qui enchaîne, qui profite aussi de la blessure de Nicolas Pepe. La question, elle est double. Déjà, votre regard un peu sur sa performance. Et pour vous, ça va être cash. Est-ce qu'il faut recruter à ce poste-là l'année prochaine? Voilà. Oui. Bah, oui, je pense aussi. Comme Matt, je pense quand même qu'il faut recruter parce que c'est pas une question de niveau, mais plutôt une question de profil. Je pense que sur les ailes, on n'a pas de profil percutant et qui prennent la profondeur. On manque de vitesse, quoi. Vraiment, on manque de vitesse, de débordement. Donc, Buonanni, c'est très fort en 1 contre 1, c'est très fort pour provoquer des décalages. Mais on a quand même besoin d'un profil un petit peu plus expérimenté et un peu plus dans la percussion et la prise de vitesse. Matt? Tout d'accord. Tout d'accord. Je pense que, et même au-delà de ça, ce serait pas lui rendre service que lui donner les clés de l'aile droite dès l'année prochaine. Même si, franchement, c'est le meilleur niçois, je pense, celui qui a été dans les meilleurs coups contre 3. Il a que 18 ans. Et peut-être lui donner un peu d'expérience. Alors quelqu'un qui peut aussi lui apporter quelque chose au niveau de ses qualités de joueur, qui peut lui donner 2-3 billes, ça peut toujours être utile. Après, je vais laisser Bertigno revenir sur sa performance, mais en termes de fixation, il apporte quelque chose qu'on n'a pas vu, j'ai l'impression, cette année. J'en veux, limite, j'en veux à Favre quand je vois ces matchs. Comment c'est possible d'avoir raté ça pendant aussi longtemps? Il bouffe tous ses défenseurs. Je veux dire, on l'a pas vu se faire pocket. Je veux dire, il trouve toujours la faille. Il peut partir à gauche, à droite, contrairement à un autre ailier droit de l'effectif qui, lui, ne peut partir que d'un côté. C'est très intéressant. Buonanni, c'est très intéressant. Et puis on parlait aussi de la qualité de centre, parce qu'effectivement il a fait des différences, il a été plutôt à son avantage, et il a su aussi être dans la passe. Alors j'ai plus l'action en tête en première mi-temps où il met un ballon, alors c'est pour qui? C'est peut-être Pour Mofi. pour Mofi, voilà, qui a raté peut-être cette occasion parmi les 7 autres sur la rencontre. Concrètement, Bertino, t'imagines quoi? T'imagines un joueur titulaire qui arriverait l'été prochain? Alors, on fera bien sûr des émissions plus en détail sur le mercato, mais tu l'imagines dans la peau d'un numéro 1 suppléé
par un joueur peut-être un peu plus expérimenté, ou est-ce que tu vois vraiment un titulaire à sa place avec un Buonanni plutôt dans la rotation qui continue à s'affiner? Parce que pour l'instant, le côté un peu négatif, c'est qu'il est jeune et qu'il n'a pas 90 minutes dans les pattes. Bah voilà, c'est toute une saison pour Buonanni. Ça peut être compliqué à son âge d'avoir les clés du camion, comme le disait Matt. C'est un petit peu difficile. Alors, je dis pas qu'il y arriverait pas, mais tu prends une prise de risque importante en faisant ça, une prise de risque de le cramer, et en même temps que ça se ressente sur la qualité des matchs qu'on produit. Mais je verrais pas non plus qu'on recrute un titulaire indiscutable, dans le sens où faut pas non plus le brider, il faut pas non plus l'empêcher de jouer. Donc je pense qu'il faut juste un profil différent pour donner une option différente au coach et que voilà, selon les adversaires qu'il a en face, bah, qu'il puisse ajuster et que voilà, il y a pas un partage du temps de jeu peut-être, mais le plus méritant qui joue et puis selon les profils en face, adapter si on veut plus de profondeur ou plutôt de la fixation avec Buonanni. Voilà. Et puis tu as aussi Laborde qui peut dépanner sur ce côté. Mais ouais, Buonanni, après, je sais que c'est un truc très courant en NBA. On parle de rookie wall. Il n'a pas encore eu sa saison pleine. Souvent, ça arrive chez les jeunes d'un coup d'avoir une panne de forme parce que le monde pro, c'est quand même une autre intensité. Surtout pour lui, qui essaye un peu, je trouve, de densifier son registre de jeu. Tu parlais un peu de ses peines à finir les matchs. Je ne sais pas si vous avez remarqué les gros progrès qu'il a fait au pressing, mais entre ses premières sorties et les dernières, combien de fois il va bouger les mecs qui tentent la relance, c'est un diamant à polir, vraiment. C'est un incroyable joueur. Faudrait surtout pas qu'on le crame, en fait, je pense, à lui filer trop de responsabilités d'un coup. Il faudra être patient, je pense, avec lui. Alors, j'entends vos arguments, mais quand on prend un peu de hauteur par rapport à la situation, qu'on repense aux années où on galère toujours à trouver notre ailier droit, hein, parce que Adamounas, parce que Ronnie Lopez, parce que Reine Adelaide aussi dans un registre peut-être un peu plus axial, mais qui pouvait jouer sur un côté, et Nicolas Pepe, je pense pas en oublier, mais ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de joueurs au profil différent qu'on a recrutés pour occuper une position. Calvin Stangs aussi, dans l'esprit. Je sais pas, je suis d'accord avec Bertigno sur le profil. Maintenant, on voit qu'il y a des joueurs qui attaquent et qui sont titulaires assez tôt. Titulaire ne veut pas dire jouer 90 minutes. Bon, en tout cas, alors on joue relâché et il n'y a plus trop de suspense, mais dans ce qu'il apporte, vraiment, voilà, de la spontanéité, de la fraîcheur. Il n'arrive pas encore à être totalement décisif, mais voilà, on aime beaucoup. Et c'est un joueur voilà, qui a été verrouillé cet hiver. C'est pas pour rien. Maintenant, curieux de voir le move de Ghisolfi pour l'été prochain, parce que clairement, je suis pas en train de dire que là, sur un match à 3, il a validé sa place de titulaire, mais il a mérité qu'on le voit plus l'année prochaine. Voilà, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc on jouera pas tous les 3 jours. Il y aura moins de rotation que cette année. Il y a aussi ça à prendre en considération, parce que je le rappelle, on ne sera pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Voilà, ok. Je peux te retourner la question, Pancho. Toi, tu recrutes combien d'ailiers cet été, en fait? Au plus que forcément un poste ou quoi, de manière un peu plus globale au niveau de l'effectif, tu recrutes combien d'ailiers de métier? Waouh. Bah déjà, je pense qu'il faut. Euh, pour moi, il faut un mec à gauche. Parce que je pense qu'on a compris que Diop était plutôt axial. Que tu le mettes derrière l'attaquant ou que tu le mettes au milieu de terrain, c'est pas un ailier. Donc il en faut au moins un à gauche. À droite, si tu risques de garder la board. Ça veut dire que si tu recrutes un mec avec Buonanni à droite, la board, tu le mets quoi? Tu le mets en rotation à droite et en rotation de Mofi. Tu vois, il y a aussi ça. C'est-à-dire que tu gères aussi les joueurs. Mais au moins un, j'ai envie de te dire. Et oui, potentiellement quelqu'un qui accompagne Buonanni à droite, quoi. Mais tu vas avoir les retours de près de Stangs aussi. Voilà. Je Mais. joueur, Hein?
Joueur Bax, hein, Stengs, de toute façon. Il n'est pas fait pour l'aile droite. Ouais, comme Oui, Diop un peu, hein. ah oui, oui, mais ouais, il en faudrait deux, ouais, ouais, ouais. Moi, je te dirais, en vrai, j'en verrais bien. J'avais vu passer un moment la rumeur Jonathan Bamba, qui est un peu capable de jouer des deux côtés. Moi, tu sais quoi, franchement, avoir un mec un peu à la Lotomba qui peut jouer des deux côtés, et entre guillemets, l'avoir de base en tant que rotation à gauche, franchement, je pense que Fin de contrat aussi, hein, il me semble, hein. ouais, ça pourrait Ouais. venir libre si jamais on est Mais intéressé. gros, ça, par contre. Ouais, mais bon, à partir du moment Ah, où, les- Nicolas Pepe prend. Bon, on va pas s'acharner sur lui, mais bon, bref. Non, il prend combien Ali, il doit prendre au minimum 300 000, non? je crois 200 000, mais bon, s'il vient, ce sera pas pour moi, je pense. Donc, Hmm. Mais effectivement, dans le profil, je pense que Jonathan Bamba, ça peut être intéressant. Francophone, qui connaît très très bien le championnat. Donc pourquoi pas. On a parlé de Lotomba, l'autre bonhomme aussi de ce match. C'est Kasper Schmeichel qui a réalisé un total de 4 ou 5 arrêts, qui a surtout été déterminant dans les moments chauds, à savoir les 2 dernières minutes, hein. On a arraché cette victoire dans les derniers instants. Euh, Schmeichel qui ne prend plus de buts. Alors, j'ai pas vérifié. Possiblement que le dernier clean sheet, c'était lors de la dernière victoire en championnat à Monaco. Puisque entre-temps, il n'y a eu que des matchs nuls, il n'y a pas eu de 0-0. Donc je vois pas comment ça pouvait en être autrement. Il y a eu le déplacement à Tiraspol, où il n'a pas encaissé de but. Euh, Bertigno, un avis sur sa performance, finalement, l'impression qu'il nous a fait du Schmeichel, qui peut être voilà, décisif voilà, sur des actions, sur des arrêts réflexes. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Désolé, j'ai du mal à m'emballer lorsque, j'évoque sa prestation, mais tu vas peut-être rehausser un peu le niveau. On t'écoute. ça m'emballe pas spécialement non plus, mais il a plutôt un bon match. Franchement, il nous a sauvé des situations en fin de match, donc on lui doit beaucoup sur ce match-là. On sait de quoi il est capable, hein, de toute façon. On a vu sa carrière, on a vu ce qu'il a fait par le passé, donc je suis pas surpris non plus de ce type de performance-là. Le problème, c'est qu'elles doivent arriver de manière plus régulière. On ne doit pas attendre de le voir jouer 5-6 matchs pour le voir faire une grande performance. Un gardien de son talent, de son expérience, il doit faire ça de manière plus récurrente, on va dire. Donc, un bon match, mais on attend de la continuité. C'est dommage qu'ils choisissent un déplacement à 3 totalement inutile pour sortir ce genre de match. On aurait espéré qu'il fasse ses arrêts, notamment contre le FC Bâle. Et on espère aussi que Leicester va se sauver en Première Ligue. Matt, ton avis sur la prestation de Schmeichel, tu as quelque chose à rajouter? Peut-être. Bah, il sort pas, quoi. En fait, on les prend pas les buts s'il fait des sorties aériennes. Donc, ce que je te dis, c'est le même problème. On est au courant, il sort pas. On a une défense qui sait pas défendre sur les centres. T'as un gardien qui sort pas. Ça va pas arranger nos affaires, c'est tout. Après, très très bel arrêt réflexe là. Le tout dernier, je crois que ça se joue sur un corner ou je sais pas quoi. La balle revient. Très très bel arrêt réflexe. Il est presque à la hauteur de Benitez, presque. Un peu dommage. Vaste débat, d'autant plus qu'il ne sort pas et la défense joue haut. Donc Oui. ça, c'est aussi une donnée à prendre en considération. Bah, Dante défend à 80 mètres de son but. Donc déjà, je pense que donne une bonne indication, je pense, Et sur la cohérence en tout cas de hmm. notre jeu défensif sur ce match. La hitmap de Dante, d'ailleurs, elle est assez intéressante. Je ne sais pas si vous êtes allé la voir, mais c'est purement milieu de terrain, quoi. Milieu de terrain au minimum. Alors après, c'est 3 aussi. Là aussi, on remet les choses dans son contexte, mais voilà. Petite question sur Schmeichel. On a parlé un peu de Buonanni, le poste d'ailier droit. La gestion du cas Schmeichel et également par ricochet, la gestion Bulka. Vous l'imaginez comment, Bertigno? Est-ce qu'on se profile sur un départ de Schmeichel et éventuellement un retour en PL? Est-ce qu'on donne les clés du camion à Bulka? Dans tous les cas, il va falloir sans doute recruter un gardien en cas de départ de Schmeichel.
Quel est ton souhait et surtout comment tu penses que ça va se passer? Est-ce qu'on repart sur une deuxième année avec Kasper Schmeichel dans les buts? Bah, c'est très compliqué. Là, en fait, c'est une colle que je me pose depuis presque 2 semaines. Je prépare mon trade mercato et c'est le point où je bloque, c'est que bah, je sais pas, en fait. Schmeichel, il a 36 ans, je le vois mal s'insérer dans le projet sur du long terme. Et je me dis que si Boulka joue pas non plus, de toute façon, on va le voir partir. Donc, soit on garde Schmeichel, mais Boulka, du coup, ne restera pas. Et est-ce qu'on est prêt à partir avec Boulka en tant que titulaire pour cette saison-là? Bon, t'as pas un total de garantie non plus sur son cas, sachant qu'il est quand même pas mal blessé pour un gardien. Hmm. Donc, bah, en fait, je serais même pas surpris de voir partir les deux cet été, carrément. Et qu'on recrute un gardien expérimenté, que ce soit Edouard Mendy ou Alban Lafont, et qu'on mette Boulendi en numéro 2. Euh, Sachant qu'on jouera pas de Coupe d'Europe, hein, donc il y aura que la Coupe de France peut-être pour Boulendi. Moi, je le verrais comme ça. Honnêtement, j'imagine bien un départ des deux, même si le club semble compter sur Boulka. Mais voilà, c'est prise de risque si on fait de Boulka un numéro un. Personnellement, je pencherais pour un départ des deux. Matt? Bah déjà, moi j'espère pour Boulka qu'il est fixé sur son avenir, quoi, parce que voir l'autre goéland jouer à sa place et entendre en conf d'après-match que non, non, mais il représente l'avenir du club, il m'a l'air bien patient le garçon. Donc j'espère qu'il est rentré dans le bureau de Florent Ghisolfi, qu'ils ont une petite discussion et qu'il ait eu le droit à quelques infos qu'on n'a pas, parce que c'est quand même assez particulier. Boulendi en deux, moi franchement, je suis pas contre. Franchement, enfin, sur les matchs là de la trêve hivernale, on a vu des choses intéressantes de sa part, bien meilleures que je pense à quoi la plupart des supporters s'attendaient. Après, il reste aussi la- un peu le. Je pense qu'il faut éviter le numéro un bis, mais tu peux tenter de partir avec Boulka en un, Boulendi en 2. Je pense qu'on va parler de. Je vais devoir dire le mot maudit, hein, mais je pense que l'année prochaine sera une saison de transition. Ah non, non, la saison de transition, elle est là. Non, là, c'est une saison de démolition qu'on fait, Pancho. On ne construit rien cette année, on ne transitionne pas. On est en train On on est en casse train la d'achever, on est en train d'achever ce qui avait été monté il y a 3-4 ans et on va repartir sur autre chose. On en parlera peut-être sur les rumeurs mercato d'été si tu veux évoquer les potentiels départs. Mais pour moi, là, on est en train de. En fait, on a raté le virage que devait prendre cet effectif. On l'a raté deux fois. On l'a raté au printemps dernier, au Stade de France. Et on l'a raté à la maison il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà, cet effectif, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, Boulka a pas forcément eu sa chance, je trouve. Donc pourquoi pas lui faire jouer juste des matchs de championnat pour voir. Et De toute manière, moi, je le garderai en tout cas. si tu fais confiance à un joueur, du moins si tu le dis publiquement que tu lui fais confiance, il faut que ça se matérialise aussi en temps de jeu. Et là, pour l'instant, c'est vrai que Boulka, il y a eu la blessure, mais là, Digard qui a réaffirmé aussi le fait que Schmeichel était le numéro un jusqu'à la fin de saison. Bon, à voir, ça va être aussi un dossier très, très, très important. Pour revenir au match, messieurs, peut-être une prestation ou un élément qu'on n'a pas forcément abordé. Bon, le match, on le disait un peu en off, hein, c'était l'impression d'avoir un match de pré-saison avec un 3 voilà, avec un niveau assez abyssal. Et puis un Jim bon, qui a surdominé la prestation, qui aurait pu se faire peur, qui a tiré un nombre incalculable de fois au but. Voilà le mal récurrent de ne pas savoir tuer les matchs, hein, comme quoi même dans les matchs sans enjeu, on a du mal à tuer les matchs. Bertigno, peut-être quelque chose à ajouter sur ce match, une prestation ou un élément en particulier. Pas particulièrement. Je sais que tu vas vouloir nous parler de Rosario, je te laisserai le soin d'en parler. Mais sinon, non, l'efficacité offensive, c'est ça le problème, hein. Franchement, c'est anormal d'avoir autant d'occasions et de ne pas marquer plus de buts. Donc,
c'est un point à travailler parce que ça nous fait grandement défaut et on a vu passer plusieurs statistiques qui montrent qu'en fait, sur de nombreux matchs cette saison, on mérite mieux en termes d'occasions franches et qu'on n'a pas mis au fond. Donc voilà, on doit faire mieux dans l'efficacité offensive parce que c'est vraiment dommage quoi, de se créer des occasions alors qu'en début de saison, on s'en créait pas et là, de ne pas les mettre au fond. Voilà, ça nous a fait mal hein, les derniers mois et puis là, ça nous fait encore mal. Mais on a gagné, heureusement, mais on aurait dû gagner 3-4-0 ce match s'il n'y aurait pas eu scandale. Matt, quelque chose à ajouter finalement, est-ce que est-ce qu'on est sur le j'allais dire, est-ce qu'on est sur le bon chemin parce que finalement, tu te dis que bon, si tu marques ces occasions, je veux dire, on a malgré tout proposé du jeu face à un adversaire, je le répète encore une fois, assez faible. Bon, Matt, toi, ton avis, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter particulièrement par rapport à ça? Bah, ouais, c'est ça en fait. On s'est entraîné sur le punching ball, donc normalement il rend pas les coups. On a pu voir certaines choses, c'était intéressant. Enfin, j'ai vu c'était partagé, je crois, c'est Flo Buzzo qui a dit qu'il aimait bien, il avait bien aimé le match, bien aimé ce qu'il avait vu. Il s'est fait tomber dessus par plein de gens qui disaient que la prestation des joueurs était indigente et je sais pas quoi. Bon, en vrai, franchement, Ils pour étaient la sur, première fois de la, ils étaient sur le replay de Brest ou de Bâle, je pense, à ce moment-là. non mais enfin, franchement, enfin, c'est vrai, ce qu'a dit Bertigno, c'est on voit des chemins préférentiels qui sont employés. Tu parlais de l'ouverture de Dante tout à l'heure. C'est un truc qui m'a l'air acquis. Je pense qu'il a été bossé, on le voit. Des renversements sur la board, ça paye pas. C'est vrai qu'on manque, j'ai l'impression de. J'ai pas de. C'est pas quoi le terme, putain, pas de je pense qu'on manque de réalisme en fait. On manque pas de chance. C'est vraiment. Je pense que ça vient de nous. Euh, on manque fait de cassage de rythme, j'ai l'impression, on manque de mettre en difficulté l'adversaire. L'adversaire, c'est un peu un rythme constant avec Nice. C'est-à-dire qu'on va lui donner les coups, mais on va jamais le surprendre, on va jamais accélérer. C'est lassant. Donc je pense, ouais, un peu, même si c'était un match ouvert, je trouvais ce match, je sais pas vous, mais assez soporifique. En fait, peut-être parce que j'étais en replay, ça joue probablement beaucoup. Mais, euh, mais à part sur les contre-attaques troyennes, j'avais l'impression que voilà, le match se déroulait. C'était la petite attaque défense telle que c'était prévu. On a parlé de match d'entraînement, bah, c'est un peu ça en fait. J'ai l'impression que voilà, on va réviser les classiques, centre de Thuram pour Bonani. Bon, ça finit pas au fond, pas grave. On réessaye. Tant sa chance de loin, machin. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de niaque, tu vois, dans cette équipe. J'avais pas la sensation d'une intensité de match important, parce que le match n'était pas important, mais il manquait ce truc, quoi. Finalement, on s'est mis à la hauteur aussi peut-être de l'adversité. C'était un peu le problème, hein. C'est ce qu'on disait notamment sur les derniers matchs où tu arrives par moment à avoir des temps forts, mais tu ne mets pas le coup d'accélérateur suffisant pour mettre ce deuxième, ce troisième but. Et voilà, on voyait un message en disant, bah écoute, euh, écoutez les cocos qui sont en face, voilà, on est venu pour gagner. Voilà, il y a eu cette maîtrise technique, il y a eu des schémas de passe très intéressants, mais à aucun moment on a semblé souverain au point où tu peux très bien te faire égaliser à la fin. Il y a Nissar d'État qui nous dit le contenu était intéressant, c'est la finition qui gâche tout et qui nous parle de Mofi qui fait de mauvais choix ces derniers temps. Il force trop. C'est un peu le symbole, j'ai l'impression, sur ce match-là, du moins du manque de réalisme. On en parlait un peu. Mofi qui, là j'ai en tête cette action en deuxième mi-temps où il est seul vraiment à l'entrée de surface et il fait la touche supplémentaire pour arriver vraiment devant le gardien. Voilà. Bon, on sait que techniquement, des fois, c'est pas propre, hein, mais là, c'est pas non plus, on va dire, une action digne d'un attaquant en confiance. Bon, il a mis des buts importants, mais c'est vrai que sur ce match compliqué, normalement, il devrait finir avec minimum un doublé. Mais bon, voilà, on va pas non plus l'incriminer de quoi que ce soit. Bon, il a au moins répondu présent dans les échéances de l'OGC Nice, à défaut du collectif. Messieurs, cette fin de saison, il reste un mois de compétition. Voilà, l'OGC Nice se bat pour une valeureuse 8e place, au mieux, voire peut-être 7e. Dommage pour la Coupe Intertoto, qui n'existe plus.
Voilà, je vais arrêter le cynisme, vraiment. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, de cette fin de saison? Voilà, est-ce que vous voulez peut-être plus de jeunes? Est-ce que plus de Mendy, plus de Belayan, plus d'Amraoui? Est-ce qu'on prépare déjà l'année prochaine? Est-ce qu'on part du principe que Atal, terminé, fin de chantier, on installe un peu plus Mendy? Est-ce que, idem du côté gauche, peut-être un peu plus de Amraoui? Voilà. Est-ce que. Alors, Vichy, je ne sais pas s'il était dans le groupe, mais est-ce qu'on ne donnerait pas plus de temps de jeu aussi à Vichy? Est-ce qu'on ne mettrait pas justement un peu de Boulka? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, de cette fin de saison pour essayer d'attiser un peu notre envie de regarder l'OGC Nice, Bertigno? Bah, moi, je l'ai déjà dit, hein, mais j'aimerais voir ceux qui sont concernés par le projet et ceux qui ont envie de s'inscrire dedans. Donc, ça passe par les jeunes, forcément, mais il n'y a pas que eux non plus. Il y a Sofiane Diop, Laborde, Mofi, Ramsey. Bon, Thuram et Todibo, tu sais qu'ils sont potentiellement sur le départ, mais ça reste des joueurs qui sont quand même importants. Voilà, j'espère qu'on ne reverra plus Nicolas Pepe, même si voilà, j'ai rien contre lui, mais je pense pas qu'il s'inscrive dans le projet, donc je pense pas qu'il a aujourd'hui sa place dans cette fin de saison. Et j'espère juste qu'on va poser les bases pour la saison prochaine. Maintenant, il faudra voir aussi certains joueurs. Je pense à des Brahimi, des joueurs comme Atal qui peuvent être sur le départ. Et est-ce que ce serait pas intéressant de les faire jouer pour montrer de quoi ils sont capables et espérer obtenir un meilleur prix sur une vente? Il y a aussi ça qui rentre en compte qu'on ne maîtrise pas forcément en tant que supporter, mais ça peut jouer. En tout cas, voilà, les Boulka, Belayan, Mendy, Buonani, faut que ça joue, faut que ça se montre et que ça prenne un peu d'expérience. Ce sera toujours bénéfique pour la saison prochaine. Matt, plus de jeunesse dans l'équipe. Parce que bon, mine de rien, contre 3, tu alignes ton équipe type. Ou est-ce que on garde cette ossature d'équipe type avec l'objectif voilà, de gagner le maximum de points pour eh bien, terminer sur une bonne note, terminer le plus haut possible pour voilà, pas que le tableau soit trop noirci en fin de saison. Si on suit les déclarations de Digard, il veut remettre l'équipe à son successeur dans les meilleures conditions possibles. Donc ça veut dire normalement aligner en tout cas la meilleure équipe possible, ou du moins la meilleure équipe possible de demain. Après, c'est vrai que tu vas avoir besoin quand même de montrer un peu les joueurs que tu vas faire partir. Comme a dit Bertigno, ça reste une composante obligatoire pour nous. On n'est pas un top club, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Par contre, en tout cas, pour ceux qui jouent, moi, ce que je souhaite voir, c'est des automatismes. Je trouve qu'on en a un peu vu sur ce côté droit. Et dans le côté droit, je vais inclure Ramsey. Lotomba, Ramsey, Buonani, bah, ça joue bien ensemble. Après la passe, ça fait le bon appel, ça se trouve. Alors ouais, il y a des fois, c'est encore un peu rouillé. J'ai en tête des moments où Ramsey et Buonani n'étaient pas d'accord sur qui devait aller où sur des appels ou quoi, mais moi, c'est ça que j'aimerais bien les voir bosser. En particulier chez deux autres joueurs pour lesquels j'ai vraiment envie de voir des automatismes se créer parce que bah, aujourd'hui, je pense que c'est les deux joueurs les plus importants de l'effectif. En tout cas, en tant que pair, c'est Laborde et Mofi. Laborde et Mofi sur le terrain, c'est une catastrophe. S'ils font les mêmes appels, ils se trouvent pas, ils se marchent dessus. Combien de fois est-ce qu'ils se donnent pas le ballon? On parlait de Mofi, là, Nice Ardeta a un peu ouvert le dossier, mais c'est vrai, ça manque d'altruisme, ça manque ça manque de spontanéité dans leur jeu. C'est un truc que j'aimerais bien voir se développer sur la fin de saison. Et enfin, je veux dire, ils nous ont offert un bonbon à balle. Un bonbon comme on n'en avait pas mangé depuis longtemps là, sur cette bicyclette. Putain, si on peut voir ça l'année prochaine, sans déconner. Donc voilà, juste les voir combiner un peu les deux. Tu vois, moi, si tu me donnes juste ça, je suis déjà content de la fin de saison. La board Mofi qui combine. Nous donner l'espoir que quelque chose de prometteur nous attend avec ces deux-là qui viennent tout juste d'arriver en fait. Ceci dit, moi j'ai quand même le souvenir que Laborde Mofi, lorsque Laborde jouait plutôt sur un côté, il y avait de la combinaison. Alors ça n'a pas forcément bien fonctionné contre 3, mais je ne sais pas ton avis, toi, Bertigno. Justement, en fait, moi j'ai le souvenir que quand Pépé était là, alors ça va être vraiment sa soirée, hein, mais tu vois, on se disait, on voit la différence. Parce que Laborde, il est de base,
il fait preuve d'un altruisme assez fou. Euh, Est-ce que tu penses, bien sûr que ça peut s'améliorer, hein, Mofi étant arrivé en janvier, mais voilà, est-ce que toi, il y a en plus de ce qu'a pu dire Matt, des circuits de passe, des choses que tu aimerais plus voir. C'est pour ça que tu parlais, bon, d'une manière ironique de saison de démolition. Ben, moi, je suis désolé. Si l'année prochaine, ton couloir droit, c'est Lotomba, Buonani, Ramsey, que tu mettes Buonani titulaire toute la saison ou pas, ben, tu n'auras pas fait ça pour rien, en fait. Genre, c'est bête, mais tu vois, Non, mais carrément, même ce milieu à 3 là, avec, enfin, je veux dire, juste Boudaoui en 6 c'est de la construction. En soi, ça, c'est un truc qu'on a vu construire. Boudaoui, Ramsey, Thuram. Si Thuram reste, Ouais, ou quelqu'un d'autre à la place de Thuram si on doit le vendre. Mais après, pour le coup, la balle, enfin, pas la balle, mais on va dire je te laisse enchaîner, Bertigno, mais juste, je parlais vraiment beaucoup de Laborde à gauche, parce hmm, que je trouve que avoir un gaucher à gauche, quand ta pointe est gauchère, je trouve ça assez utile pour combiner. Tu as le centre du gaucher et l'attaquant de pointe est directement sur son pied gauche pour allumer la cage. Tu sais, je veux dire, allumer de trois quarts. Ou même juste sur des circuits de passe, voilà, avoir une passe horizontale de l'un vers l'autre. Je trouve qu'il ne se trouve pas encore dans ce rythme. Mais c'est vrai avec la board à droite, on avait vu des choses intéressantes, comme tu l'as dit, Pancho. Bertigno, par rapport, Moi, ouais. ouais, par rapport à Mofi Laborde, je pense qu'il se trouve pas trop mal. Maintenant, de toute façon, Mofi, je pense que c'est pas non plus un attaquant qui participera beaucoup au jeu, que ce soit maintenant ou l'année prochaine. C'est un vrai buteur. C'est quelqu'un qui aime profiter des espaces, qui aime profiter des failles dans la défense adverse pour aller marquer, faire des courses vers le but et voilà, et marquer. C'est vraiment là-dessus qu'il est fort. Donc des combinaisons entre les deux, il y en a un petit peu, mais il n'y en aura jamais beaucoup plus à mon avis. Quitte à ce qu'on recrute peut-être un attaquant un peu plus joueur, un attaquant un petit peu plus en retrait, j'ai envie de dire, pour faire un peu plus de liant. Mais sinon, ouais, les circuits de passe entre Laborde et Mofi, je pense pas qu'il y aura beaucoup mieux. Et après, au milieu de terrain, comme vous l'avez dit, Boudaoui, Ramsey, bah, on sait qu'on pourra compter dessus. Thuram, s'il reste, bon, on verra bien. Mais ouais, qu'on construise sur la fin de saison, bah, c'est déjà ça, on va dire, c'est ça de gagner dans notre malheur. On va positiver là-dessus. Alors, il y a Sionix66 que je salue qui nous pose la question suivante. Ne trouvez-vous pas qu'avec le budget du gym et les aventures qu'il a eues durant cette saison, terminer au milieu de tableau, voire première partie de tableau, ne serait pas bien? Alors, bon, Moi, je trouve que c'est dommage. Enfin, je trouve qu'on déjoue beaucoup. À la limite, on aurait fait, ne serait-ce que sur la deuxième partie de saison avec Digard, de notre mieux sur le terrain. J'aurais dit oui. Mais quand tu n'es pas capable de mener à bien une contre-attaque sur l'entièreté des 38 journées, ben c'est non. Juste enfin, pour ce genre de détails, mais en fait, c'est plus la manière que je trouve critiquable que vraiment pour le coup le fond. Après qu'on finisse entre 7 ou 10, je trouve que ça change pas grand-chose. Bertigno. Bah, après, alors quand je regarde l'effectif, globalement, on a un effectif, je pense, pour jouer le top 7 ou top 6. Allez, globalement, c'est à peu près ça, surtout que, à part les 4-5 premiers, derrière, il y a quand même des faux pas chez tout le monde en Ligue 1, donc il y avait la place. Euh, Après, sur le début de saison, on part de tellement loin que quand Digard arrive, bon, l'espoir renaît un peu, mais on est quand même parti de très très loin. Il a fallu une énorme série pour y croire. Donc, bah, ça laisse pas de regret dans le sens où, de toute façon, on n'avait rien à perdre à la mi-saison. Mais voilà, avec l'effectif que tu as en début de saison, si tu joues bien depuis le début de saison, on aurait pu avoir aujourd'hui une dizaine de points en plus et se mêler à la bagarre pour la cinquième. Donc, c'est ça qui est regrettable. Mais bon, voilà, c'est un ensemble de mauvais choix de la direction, d'aussi des joueurs qui, certains, n'ont pas été au niveau. Il y a eu aussi des blessures un petit peu critiques à des moments clés comme Lotomba et Diop. C'est un enchaînement de choses. Voilà, dans le foot, il y a un équilibre qui tient à pas grand-chose du tout. Et il suffit que tu touches certaines cordes pour que tout pète. Donc voilà, une saison un peu décevante, mais espérons que ça nous serve de leçon et qu'on reparte plus fort l'année prochaine.
Et Romain enchaîne par pour vous, c'est qui l'entraîneur qu'il faut pour la saison prochaine? Alors, Hmm. ce qui est intéressant, je trouvais que Prime, c'était assez cohérent ce qu'il disait, parce que finalement, en l'espace de 6 mois, Digard, il a vécu quelque chose d'assez riche. C'est-à-dire, il a marché sur l'eau pendant 14-15 matchs. Et puis, le moment où il a fallu justement eh bien, être présent, répondre aux attentes et franchir ce cap enfin, eh bien, l'équipe s'est fait dessus. Et sur le match retour de balle, pour moi, il a sa part de responsabilité puisque le niveau global de l'équipe avait totalement changé après le coaching. Néanmoins, alors là, je vais exposer un peu ma réflexion. Je me dis que, et j'ai échangé avec toi là-dessus avant l'émission, Bertigno, on s'est habitué depuis le départ de Patrick Vieira à vouloir aller trop vite et à ne pas prendre le temps de construire un projet. On regarde un peu City, qui est présent depuis. Ils ont été rachetés avant le Paris Saint-Germain. Ils n'ont toujours pas gagné la LDC. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas gagné la LDC. Alors, on ne compare pas les clubs, mais juste la rapidité avec laquelle tu peux atteindre ton objectif de base, il est conditionné aussi par rapport à la force de ton projet, par rapport à la dureté aussi de tes fondations. Et lorsque tu passes de Vieira à Urcea, à Galtier, à Favre, puis ensuite pour Digard, et en fait que tu arrives à la fin de saison en te disant on ne sait pas qui sera l'entraîneur de l'OGC Nice, ben, en fait, peu importe l'entraîneur qui sera là, on sera constamment dans ce problème de il n'y a pas de stabilité, on ne laisse pas le temps de faire les choses, et ça correspond aussi au rachat d'Ineos, parce que Ineos, c'est une marque, et pour que cette marque rayonne dans le monde du sport, il faut qu'elle gagne, et que pour l'instant, elle ne gagne pas, même pire, eh bien, elle déjoue en fait. Elle déjoue, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas avec les honneurs. La finale de la Coupe de France, on l'a pas joué. Le quart de finale retour à Bâle, ça ne passe pas et ça ne passera jamais parce que c'est honteux de se rater au plus haut point. Donc, merci pour les investissements et les joueurs que jamais on aurait pu se payer, mais au bout d'un moment, il faut aussi laisser le temps au temps en fait. Et alors, je suis pas en train de dire que Digard est l'homme de la situation, mais ça me choquerait pas de le voir continuer à l'OGC Nice. Voilà. Et pour dévoiler, on va dire, un petit bonbon que j'ai pu partager avec Romain, alias Chouchou sur Twitter, lorsque je lui ai dit est-ce que tu penses réellement que Digard peut rester, en évoquant les éléments que je viens de vous donner, il m'a répondu bah non, en fait, c'est pas possible. Parce que s'il reste, ça voudrait dire que Nice n'aura pas pu attirer d'autres entraîneurs, un autre entraîneur. Donc, alors, c'est peut-être simplement l'avis de Romain. On sait que Romain peut des fois avoir des petites informations ou des petites infos, mais du coup, c'est quoi? C'est ramener du clinquant. Moi, je m'en fous en fait de ramener un entraîneur ultra réputé, etc. Les meilleures années du gym, depuis qu'on est remonté, ça a été Claude Puel. C'est pas l'entraîneur le plus bankable. Hein. C'est pas l'entraîneur le plus bankable. Hein. Tu sais quoi, je suis hyper inquiet de ce que tu. Parce que du coup, j'étais pas là dans le. J'étais pas là quand tu. Je sais pas si tu l'as glissé en préparation, mais j'étais pas du tout au courant de ça. Et je vais te dire, ça m'inquiète qu'on veuille construire comme ça. Parce que pour moi, ça a aucune chance de réussir demain de ramener un grand nom. En fait, et j'ai la liste, j'avais préparé la question. Je vais sortir mes plus, mes moins, hop là. C'est pas le retour du carnet magique. Je suis passé à la modernité sur le téléphone, mais euh, j'avais mis grand nom ou entraîneur de Ligue 1, tu vois. Euh, déjà, tu ramènes un grand nom, et si ça marche, tu vois. J'ai pris le meilleur cas possible. Si ça marche, pourquoi il resterait? Je veux dire, quel intérêt aujourd'hui tu ramènes un Nagelsmann, ça marche. Tout le monde va frapper à la porte pour le débaucher. Ça veut dire que quoi? Le mec, il vient, ça marche. Tu dois quand même repartir de zéro parce qu'il va se faire débaucher par, je sais pas, un Real, n'importe quoi. Tu fais comment?
Ensuite, tu fais venir un gros nom, tu vas mettre de la pression, tu dis Ineos, résultat, mais en fait, ils se mettent une pression qui est pas bonne pour le club. Je veux dire, demain, tu mets Nagelsmann à Nice, tu vas avoir tous les projecteurs braqués sur toi. Et le premier match de la saison, on va dire, alors, est-ce que la formule Nagelsmann, ça marche? C'est hyper toxique pour le club, je pense que ça peut jamais marcher. Euh, Tu as Ils sont, parlé de Puel. ils sont, Puel, ils sont, c'était. ils sont dans un. Je me permets de te couper. Ouais. Toi qui suis la NBA, enfin, plus trop avec la défaite des Cavs. Euh, mais on est dans un registre d'immédiateté. Voilà. Mm. Et ça, pour moi, hein, le succès de l'OGC Nice ne se fera jamais comme ça. Parce que l'OGC Nice n'est pas Marseille, l'OGC Nice n'est pas Paris, l'OGC Nice n'est pas Lyon. Et même Lyon, en fait, quand on regarde Même le. Paris et Lyon, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, mais Lyon, quand ça a fonctionné, c'est parce qu'il y avait un centre de formation qui sortait des pépites sur pépites. C'est parce qu'à chaque fois, ils avaient une politique de recrutement qui était axée sur, on va dire, les talents de la Ligue 1, de la Ligue 1 de l'époque. Euh, il y avait un système qui fonctionnait. Je te laisse poursuivre sur Puel. Ouais, non, bah, franchement, Lyon, super exemple. Tant qu'ils avaient le meilleur 11, ou on va dire plus globalement le meilleur groupe de joueurs de Ligue 1, qui était en plus rompu à l'exercice, ils avaient grave de continuité. Je sais que enfin, je me souviens les effectifs de Lyon à l'époque du Grand Lyon et même un peu après. On peut s'en rappeler par des époques ou par ah non, ça c'est à ce moment-là, il était parti, mais en fait, ils ont vachement gardé de continuité. Et souvent, bah, ça recrutait l'entraîneur qui avait gagné la Ligue 1 avec Puel, je crois, il venait de gagner la Ligue 1, ou quelqu'un qui venait de gagner la Coupe de France, la Coupe de Ligue, ils étaient toujours sur quelqu'un qui connaît le milieu. Euh, Ils ont pris Bosch, je sais pas comment on dit, ça n'a pas marché. C'est un tacticien, il était censé avec des idées nouvelles, un jeu alléchant. Ça n'a pas pris parce que, je sais pas, je pense déjà le vestiaire lyonnais est peut-être compliqué, mais même il n'y avait pas les ingrédients. Donc, et puis, et moi, la dernière inquiétude, tu as parlé de Paris en termes de comparaison. On a entendu un peu que Nice, c'était un petit Paris, que les joueurs se prenaient pour je sais pas qui. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais demain, tu fais venir un entraîneur plus grand que le club à Nice, c'est la porte ouverte à la République des individualités et tu t'envoies sur 5-10 ans de galère parce que tu vas avoir que des mauvaises manières qui vont s'instaurer, qui Mais vont prendre dans le club. Donc, ouais, moi, franchement, demain, on m'annonce un petit coach, tu vois, de Ligue 1 français, ou même Digard qui reste, ben, je serais rassuré. pour répondre à la question de Romain, et je te donne la parole après Bertigno, moi je veux un coach, peu importe qui c'est, je veux un coach qui soit un dogmatique. C'est-à-dire qu'il ait des préceptes de jeu qui correspondent à une identité bien propre. Voilà. Le pragmatisme, eh bien, ça existe, ça te permet d'avoir des matchs, des victoires, pardon. Mais je vous donne un exemple, parce que là, on en parle beaucoup avec la Coupe de France. Philippe Montagnier avec Toulouse. Voilà, Philippe Montagnier, bah, J'allais le dire. c'est pas clinquant, c'est français, ça a roulé sa bosse en France, ça a fait ses petites saisons à la Sociedad, mais putain, quand tu vois son équipe jouer, alors c'est pas toujours tout beau tout rose, mais ça joue au foot quoi, ça joue au foot. Ah oui, elle était pas mal, tout beau, tout rose. Je viens de capter le. Bertigno, quelle est ton envie, toi, par rapport au poste d'entraîneur. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais voir concrètement là? Bah, déjà, faut savoir une chose, c'est que Digard, il est très très proche de son groupe et des joueurs actuels. Et qu'on a lu que s'il n'était plus coach l'an prochain, il serait dans l'effectif en tant qu'adjoint probablement. Donc ça, c'est une bonne chose parce que il quittera pas totalement le navire, il sera toujours là auprès du groupe et son aura sera toujours présente. Donc ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Maintenant, au niveau du coach, moi, je m'en fous qu'il soit grand nom ou que ce soit un petit nom, peu importe. Comme tu dis, je veux juste une identité de jeu et un projet bien développé et surtout une cohérence entre le souhait de ce que veulent les dirigeants, le directeur sportif, le coach et les joueurs. Que tout le monde bosse dans le même sens, que tout le monde aille dans la même direction et puis il n'y a que comme ça qu'on progressera.
Si on se met tous des bâtons dans les roues, que les dirigeants ne sont pas d'accord avec Ghisolfi et que Ghisolfi n'est pas d'accord avec son coach ou les joueurs, ça va pas le faire. Donc que tout le monde aille dans le même sens et puis je pense qu'on en ressortira grandi, peu importe le coach. Mais voilà, juste être cohérent dans son choix et faire les choses correctement, tout simplement. Bertigno, je peux te lancer en profondeur. Aujourd'hui, Ouais, Aujourd'hui, Digard, il déclare avoir mis du jeu en place. Moi, je trouve que si on manque de fond de jeu, on a au moins des principes de jeu qui sont lisibles et qui sont assez modernes. C'est du contre-pressing, ça va être je dirais, un peu cette manière de défendre, c'est une formule de Willou, mais de défendre avec le ballon. C'est-à-dire, tant que tu as le ballon, tu n'es pas en danger. Est-ce que, quand tu parles de coach avec un fond de jeu, est-ce qu'on n'aurait pas juste besoin juste de s'inspirer de ce qu'il fait de mieux et d'un faiseur plus que d'un dogmatique au poste de coach? Ou est-ce que pour toi, il faut vraiment quelqu'un qui vienne avec ses idées? bah, en fait, ça dépend. Et ça dépend des coachs. Il y en a qui ont des idées bien précises et qui les appliquent. Dans l'extrême, je vais prendre l'exemple Guardiola, si on veut, qui fait appliquer à tous ses joueurs ce qu'il a envie. Et puis, tu en as d'autres qui s'adaptent totalement à l'effectif. Puel était un de ceux-là, d'ailleurs. Mais moi, ça m'est égal, en fait, hein. Peu importe le choix, dans tous les cas, tant que ça marche, c'est une très bonne chose. Mais, euh, mais, mais voilà, j'espère juste voilà, un coach qui puisse mettre vraiment sa patte sur l'effectif ou s'adapter à son effectif et avoir des résultats. C'est tout ce qui compte pour nous et je pense que c'est ce que cherche aussi Ghisolfi. Alors, juste une petite précision parce que tu disais que Puel était plutôt un pragmatique. Je suis pas forcément d'accord parce que, alors, je suis actuellement sur son bouquin et lorsque tu fais un peu la prise de recul par rapport à sa carrière, en fait, c'est un gars qui, lorsqu'il arrivait dans une institution, partout où il est passé, il avait la main sur tout. C'est-à-dire qu'à Nice, quand il te fait venir Botéac, Esseric et compagnie, c'est parce que Nice, à ce moment-là, n'avait pas les fonds nécessaires pour pouvoir claquer des millions et des millions. C'est-à-dire qu'il a été pragmatique aussi dans la manière de monter son effectif. Et c'est pour ça que je me dis aussi peut-être qu'il faudrait viser un entraîneur euh, qui puisse aussi avoir une certaine... c'est ce que tu disais en fait, hein, c'est totalement ça, c'est-à-dire une influence, une grande influence sur les profils de joueurs. Voilà. Euh, c'est pour ça que par exemple, alors Youssouf, on apprécie, hein. Avant sa blessure, c'était monstrueux, hein. On aime beaucoup, etc. Il a la gagne, etc. Mais si demain il y a un mec qui veut faire jouer au ballon son équipe, bah moi j'ai du mal à imaginer Youssouf au milieu de terrain. Voilà. Ouais, Mais Ghisolfi l'a fait venir parce qu'il le connaissait, parce qu'il allait le prendre à Lens s'il était resté à Lens. Mais en même temps, si tu veux mettre du jeu en place, tu mets pas un Youssouf 6 et tu le mets encore moins 8. Donc, moi j'ai une petite préférence pour Fonseca parce que il joue bien au ballon et parce que son équipe marque des buts et s'en sort très bien sur la saison. Mais bon, on verra bien. On verra bien sur le coach. Matt, tu voulais ajouter quelque chose? Donc, j'ai juste demandé si tu croyais quoi, pour Fonseca. Parce qu'il est en train de se qualifier peut-être pour l'Europe avec Lille. On sait qu'il a eu un peu une relation compliquée avec les supporters. Je veux dire, c'est contrasté quand même son bilan avec Lille. Je veux dire, tu te concentres que sur le terrain, c'est bien, mais au final, ça a l'air plus compliqué que ça quand même. Et en même temps, Tu penses que c'est faisable? tu vois, la communauté lilloise, il y en a beaucoup qui disent ouais, on manque d'ambition, etc., etc. T'as l'impression que ça prend le pas sur ce qu'ils ont pu voir cette saison. Je pense qu'ils se sont quand même bien régalés. J'ai aucune info par rapport à ça. Enfin, de toute façon, je vois pas pourquoi j'en aurais. Mais je pense pas que Fonseca restera, Europe ou pas. Je Ok. pense qu'il y a une cassure. Et avec l'étang aussi, ça a l'air d'être compliqué. Donc, c'est-à-dire, ça va au-delà même du groupe, etc. C'est peut-être même plus humain. Mais c'est clair que si tu as un Fonseca sur le marché des transferts, et marché des entraîneurs plutôt,
Pour moi il faut y aller. Après, bon, à la Roma, je crois de mémoire que c'était pas évident aussi. Bon, sur le principe, voilà, d'inculquer une idée de jeu et de recruter les joueurs en conséquence. Voilà. Aujourd'hui, les deux derniers joueurs qu'on a recrutés, Mofi et Youssouf, alors ça a coûté cher. Ça a coûté plus de 40 millions les deux. Voilà. C'est performant. Ça l'a été, ça va l'être. Mais c'est un type de joueur. Voilà. C'est-à-dire que c'est des joueurs modernes, beaucoup d'intensité physique, beaucoup de courses, ça court vite, c'est très fort, mais ballon au pied, Youssouf, ça pourrait être pire. Mais voilà. Je me pose cette question-là. On a, Vas-y, Bertu. on a Ouais, vas-y, des, bon, on a, des- parce que on a des éléments de réponse déjà par rapport à Ghisolfi et peut-être la patte un peu Ghisolfi, hein. J'espère qu'effectivement l'entraîneur, le futur entraîneur apportera quelque chose d'un peu plus concret et footballistique. Messieurs, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bah, moi, juste sur le coach aussi, tu voulais que Digard reste, ou du moins tu émettais l'hypothèse. Il y a aussi l'impact sur le recrutement. Il faut aussi se dire qu'un coach, ça renvoie une image auprès des potentielles cibles que tu vas avoir au mercato. Et que Digard, aujourd'hui, dans le monde du football, bah, il ne représente pas une grande attractivité pour certains joueurs. Donc, je ne sais pas quel mercato on veut faire, quelle cible on va viser. Mais voilà, selon le coach que tu attires, bah, tu as peut-être des joueurs qui vont être plus ou moins emballés de venir jouer à l'OGC Nice. Donc, ça a aussi sa part d'importance et on avait oublié de l'aborder, mais ça peut jouer. Effectivement, hein, tout comme le rayonnement de la marque Ineos, hein, tout l'aspect, on va dire, politique. Euh, Junissa qui nous dit Youssouf, c'est pas du tout une chef balle au pied. Alors, c'est pas ce que j'ai dit, hein, vraiment, hein, mais, mais ouais, mais c'est pas Iniesta non plus, quoi. voilà, c'est-à-dire que ses qualités primaires s'expriment ailleurs. Et même si, effectivement, je trouve que par rapport à son gabarit et par rapport à son style de jeu, il a plutôt un bon pied d'ailleurs. C'est ce qui lui Ouais. permet aussi de jouer au milieu de terrain et de pouvoir être polyvalent. Après, dans Euh, une équipe, tu sais, dans une équipe qui tourne bien, je pense que Youssouf, si le fond de jeu est bien huilé, ce sera pas sera pas le trou noir dans ton équipe, tu vois. Je pense que Barre, par contre, ça peut être beaucoup plus rédhibitoire. ah ouais, Je l'aime bien, hein, mais je pense que tu vois, si tu veux vraiment jouer au ballon, ça peut être trop limité, tu vois, pour même dans un effectif qui tourne bien, venir se greffer. Pas du football, quoi. ouais. Un petit mot aussi, on parle de la saison prochaine, un peu des perspectives, voilà, du manque de stabilité. Todibo Thuram, alors là je fais référence à un article L'équipe de mémoire qui voilà, sont évalués à une certaine somme. Kefren Thuram 60 millions d'euros, Todibo 40 millions d'euros. Voilà, on ne sait pas exactement quels sont nos avis là-dessus. On va commencer par toi, Bertigno. La question est la suivante. Euh, Qu'est-ce que tu espères pour l'année prochaine par rapport à ces deux joueurs? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Est-ce qu'on vend les deux? On récupère une enveloppe conséquente et puis on repart, j'allais dire d'une feuille blanche, mais presque. Ou est-ce que tu vois plutôt le départ d'un Thuram qui aujourd'hui peut-être sur le marché des transferts est un peu plus valorisé, qui est récent international? Voilà. Comment est-ce que tu vois les choses? Bah, personnellement, j'aimerais forcément que les deux restent parce que c'est des joueurs qui sont aujourd'hui cadres de cette équipe et sur qui tu peux compter à l'avenir. Maintenant, il y a la réalité de la situation et le contexte autour du club qui fait que c'est des joueurs qui vont être très très demandés sur le marché des transferts avec les plus gros clubs européens sur eux. Donc, ça va être très difficile de les retenir, sachant qu'on ne joue pas l'Europe. Donc voilà, ça va être délicat. On sait qu'on va recevoir des offres conséquentes. Est-ce que c'est pas non plus l'opportunité pour le club déjà de réaliser de très belles ventes comme on en a rarement eu dans notre histoire? C'est vrai qu'on se plaint souvent de ne pas savoir vendre. Donc quand on a l'opportunité de réaliser une très belle vente, il faut peut-être aussi savoir la saisir. Et en faisant ces ventes aussi, tu peux montrer à des potentiels recrues que voilà, tu peux être ce club tremplin vers les meilleurs clubs du monde. Donc ça aussi, ça peut avoir son importance.
Et honnêtement, je vois pas comment on va réussir à garder ces deux joueurs-là. Que ce soit pour leur progression personnelle, avec l'Euro qui arrive. Je pense que pour eux, un départ dans un club jouant la Ligue des Champions ou à minimum la Ligue Europa, ça me paraît presque évident. Donc on va voir comment ça va se passer, mais honnêtement, je suis pessimiste pour les voir rester à Nice. Donc on fera probablement deux très belles ventes, on pourra renforcer l'effectif avec ça, mais voilà, pas très confiant. Si jamais, alors là, on a une question de Sionix, qui pour remplacer Todibo? Pour moi, le remplaçant est déjà dans l'effectif, hein, personnellement. Rosario, waouh, incroyable. Youssouf, vraiment. Je te taquine un peu, Pancho, mais ouais. Youssouf? Ça paraît bien. Après, ouais, faut voir s'il y a d'autres départs au poste, hein. Tu parlais du petit doigt de Romain tout à l'heure, qui, je crois, nous avait glissé que quand Ghisolfi le fait venir, c'est avec l'idée de le faire jouer en défense centrale. Il me semble, hein, je crois qu'on a vu ce genre de rumeur à l'époque. Donc peut-être que c'était là déjà la préparation de l'après Todibo. Après, bon, il y a aussi le système voilà, d'une défense à 3, ça peut impacter. Matt, par rapport à Thuram et Todibo, euh, bon, Bertino parlait de cadre. Euh, Est-ce que ce sont des cadres de l'équipe? Parce que pour moi, alors là, attention, hein, je parle de mon avis, des cadres, on attend que ce soit des leaders. Voilà. Je te laisse là-dessus, je te laisse répondre. Est-ce qu'on a des cadres à Nice? Un cadre, Ouais, c'est ça, en fait. par définition, c'est quelqu'un C'est. qui pose les limites. Donc pour moi, je ne sais même pas si on a un cadre. Je pense que le dernier cadre qu'on avait, c'était Benitez, qui, à sa manière et avec ses limitations linguistiques, faisait filer droit sa défense. Mais du coup, pour en revenir au cas Thuram et Todibo, des têtes d'affiche peut-être, plus que des cadres. Et pour moi, les premières têtes d'affiche de Ineos, la troisième aurait dû être notre ami danois qui va revenir au club. Mais pour moi, ouais, c'est les premières têtes d'affiche du projet Ineos, enfin de la V1, je ne sais pas si on peut dire ainsi, qui arrive à son terme. Je l'ai un peu glissé tout à l'heure. Ouais, pour moi, on a fini un cycle avec ce Stade de France et ce parcours européen. Le fait qu'on ne se requalifie pas met un terme au cycle par définition. Et donc, je pense que je vais passer des 100 millions dans les médias, mais c'est un braquage. Je trouve que c'est un braquage absolu. J'ai vu jouer les deux. Je sais qu'ils sont adorés ou critiqués dans la commune. Je les regarde jouer tous les week-ends, ça vaut pas 100 millions. Je sais que le marché est fou, mais Alors, toute spéculation qu'il puisse y avoir. Enfin, je veux dire, ça reste effectivement des montants. Je pense que déjà beaucoup s'étaient étonnés de voir la valorisation de Thuram par rapport à celle de Todibo. Je pense qu'elle a expliqué par rapport au fait que, eh bien, il est récent international. il est Euh, hyper atypique. il est hyper atypique par rapport à son profil. Il est plus jeune aussi. Par contre, effectivement, le contrat de Todibo est jusqu'en 2027, alors que celui de Thuram en 2025, il me semble. Maintenant, effectivement, hum, je ne saurais même pas dire parce que là, le petit démon qui est en moi, là, il a envie que d'une chose, c'est que les deux partent. Parce que voilà, merci pour les travaux. On ne sait plus vendre. Donc avec ces deux joueurs, je pense qu'on exploserait totalement les ventes C'est 1 et 2, ouais, je pense. voilà. Mais en même temps, tu récupères qui à la place? Bon, j'ai l'impression que déjà en termes de performance objectivement, Todibo, il a atteint une régularité et dans la performance qui a été remarquable. Parce que là, on parle des derniers matchs, etc. Mais honnêtement, depuis qu'il a signé chez nous, même à l'époque où il faisait charnière avec Saliba, on disait tous que Todibo était au-dessus parce qu'il faisait pas de boulettes, alors que Saliba en faisait. J'ai l'impression que on peut pas, enfin, il peut pas aller plus haut que ce qu'il a déjà. Et tu parles de Saliba, je trouve que c'est très pertinent parce que on a regardé Saliba l'année dernière, il fait une très bonne saison à Marseille qui finit un peu mal. Clin d'œil, clin d'œil.
Et au final, cette saison à Arsenal, c'est un énorme patron. Il a su lui-même passer l'étape supérieure. Pour moi, Todibo, pour moi, c'est pour lui qu'on doit le laisser partir, pour son bien à lui, plus que forcément pour notre bien à nous. Pour notre bien à nous, moi, je le garde toute sa vie, Todibo, au club, il n'y a pas de souci. Mais pour son bien à lui, on doit le laisser partir. Je pense qu'il peut aspirer, il doit aspirer à du calibre Arsenal, en tout cas, de rejoindre le niveau de Saliba. Alors que Thuram, pour moi, la problématique n'est pas la même. Parce que tu as un joueur qui est en phase de progression, a fait une bonne saison l'année dernière, et cette année, on était censé normalement attendre une saison de confirmation. Il a été en difficulté en début de saison comme quasiment la totalité du collectif, mais depuis janvier, c'est pas mal. Mais il n'a pas cette régularité dans la performance. Voilà. Enfin, je trouve. Hein. Il a un potentiel encore. Il a beaucoup de potentiel, peut-être même un potentiel plus haut que Todibo, mais il n'a C'est une pas licorne. encore, il a pas encore atteint ce potentiel-là. Et c'est pour ça que je me dis que il partira sans doute ou pas, mais euh, il n'a pas atteint le max de ce qu'il pouvait à Nice. Peut-être que c'est dû aussi au contexte, au club, au confort dans lequel il est. Peut-être qu'il faut qu'il aille se challenger aussi ailleurs, mais c'est deux cas différents. Bertino, qu'est-ce que tu penses de ça? Je t'ai vu acquiescer. Content que tu sois plus ou moins d'accord. Mais je suis d'accord parce qu'en fait, tu le regardes jouer, il a l'air tellement un peu facile, quoi. T'as l'impression qu'il force pas ses gestes, il force pas ce qu'il fait et qu'il en a encore sous la pédale, quoi. Donc la marge de progression de Kefren Turam, elle est quand même exceptionnelle et c'est pas pour rien que les Manchester City, Real Madrid etc. se penchent sur lui. C'est un joueur qui a des qualités de base très intéressantes. Et lorsqu'il gagnera en consistance et en régularité, mais ça va être juste exceptionnel. Et là, il n'a pas atteint ce niveau-là. C'est lié, comme tu dis, peut-être au contexte. Voilà, il a peut-être besoin d'autre chose pour exploser définitivement. Mais je suis d'accord à 100% avec ce que tu as dit. Messieurs, peut-être un petit mot avant de passer sur le quiz. Là, je suis en train de vous faire une sixième question, là, parce que je viens d'avoir une idée géniale, comme il m'arrive trop peu souvent d'ailleurs. La question, enfin l'info plus qu'une question, c'est la troisième offre faite par Ineos et le Qatar par l'intermédiaire du Cheikh Al Thani pour le rachat de Manchester United. Alors, sans rentrer dans les détails, mais quand même, le Qatar propose un rachat à 100% de la totalité du capital de Manchester United, alors que Ratcliffe propose un rachat à hauteur de 69%, donc une entrée dans le capital, avec un travail collaboratif avec les propriétaires actuels qui n'ont pas du tout la cote à Manchester, faut-il le savoir. Donc les supporters et la communauté mancunienne souhaiteraient, je pense, en l'état, que le Qatar prenne toutes les parts et que la famille Glazer parte de Manchester. Bon, c'est un peu le serpent de mer, quoi. C'est le même fils de paille de 2016, pour rappeler vraiment ce souvenir. On se fait vraiment du mal. Mais bon, ça a l'air de se préciser. Forcément, ça vient dans un moment où le projet sportif de l'OGC Nice ou Ineos stagne. On est, voilà, comme on le disait, dans l'immédiateté. Quel est votre avis là-dessus si jamais Manchester passe sous pavillon Ineos? Bah, franchement, c'est compliqué à analyser, quoi. Pour nous, on ne sait pas du tout ce que Ineos a derrière la tête comme projet. On sait que Radcliffe, voilà, Manchester, c'est un petit peu c'est son club de rêve, hein, de toute façon. Donc, je sais pas. S'il rachète Manchester United, quelle sera la place de Nice? Est-ce qu'on sera juste un club satellite ou est-ce qu'il veut vraiment développer le club comme il l'a dit? C'est compliqué, c'est jamais rassurant. Franchement, c'est quand même pas rassurant. On ne peut pas se réjouir de ça. Mais après, il faut peut-être pas tout voir dans le négatif non plus. Et honnêtement, j'ai pas assez de recul et pas assez d'expérience sur ce sujet pour donner un avis clair, quoi. Vraiment, j'attends de voir et puis on verra où ça nous mène.
Je vais être le digne représentant de la session optimiste qui rôde autour de toi, Pancho. Ça fait peur, c'est sûr. On te dit, ouais, tu vas être la tête de gondole, puis après on te dit, bah non, t'as le grand frère Manchester United qui arrive. Ouais, ça peut être une désillusion de fou. Après, moi, la désillusion, c'est depuis qu'ils sont arrivés, Ineos, que je l'ai. Je veux dire, à part sur la talonnade de Dolberg, c'est que des désillusions, ce club. Enfin, en tout cas, ce, ce, Ce projet. ce projet, ouais, il m'arrache la bouche ce mot. Et en vrai, du coup, si je devais voir les bons côtés, je me dis un peu moins de projecteurs, un peu moins de shine, un peu plus de discrétion sur nous. Pourquoi pas? Peut-être peut-être envoyer l'excellent Dale Brailsford gérer le club mancunien. Pourquoi pas? Pour leur faire du bien. Moi, à la limite, bon, je pense qu'on peut tous faire le sacrifice chez nous de lui renvoyer sa roulotte au Royaume-Uni, quoi. Vraiment, je ne sais pas s'il va manquer à quelqu'un. Et qu'on laisse un peu Fabrice Boquet, Florent Ghisolfi bosser. En fait, qu'on redevienne un peu un peu le numéro 2. J'ai l'impression qu'à Toulouse, ça ne leur empêche pas d'avoir des émotions. Alors, on en manque un peu ces derniers temps des émotions. Donc, pourquoi pas? Moi, je veux y croire. Franchement, même s'il y a un rachat, je m'en tape. Et en plus, allez, je trouve un petit argument, on va dire, un peu plus factuel que des peut-être et des on dit. Sur le marché des transferts, tu as la porte ouverte vers Manchester United. Il y a des cas de figure où ça peut t'aider, en tout cas dans les négociations. Tu peux faire venir un jeune à fort potentiel, et qu'est-ce qui va te distinguer, toi, je sais pas, de Rennes, qui est aujourd'hui un peu un club similaire à nous en Ligue 1. Bah, si tu marches assez fort chez nous, si tu travailles bien, regarde, peut-être on arrive à bien vendre Todibo, on arrive à bien vendre Thuram. Bah, toi, du coup, tu as déjà au moins une porte ouverte vers Manchester United. Tu vois, pourquoi pas, en vrai, ça peut être. Pour moi, ça peut pencher dans la balance des allez, peut-être des pour. Ok, non, mais toutes ces réponses-là se valent et c'est assez intéressant. Il va falloir qu'il clarifie les choses nous concernant quand le rachat sera acté. C'est évident que si rachat il y a, que ce soit de la part d'Ineos ou du Qatar, on le saura. Messieurs, eh bien, je vous propose un petit quiz. Alors, ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas fait de quiz dans cette émission. Là, je me suis dit que, voilà, un peu de challenge, un peu de ludique aussi. Donc j'ai sous la main 6 questions. Voilà, donc comme vous êtes deux, eh bien il y a possiblement une égalité. C'est mal joué de ma part, mais on peut éventuellement créer une dernière question. On commence, alors là ça va être purement de la rapidité, hein. Il n'y a pas de QCM, il n'y a pas de proposition ou quoi. On est sur une première question qui concerne Hicham Boudaoui. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il a inscrit son 9e but depuis qu'il porte la tunique de l'OGC Nice. La question est la suivante. Lors de quel match a-t-il marqué son dernier but avant celui-ci? C'était la saison dernière, non? Il a pas marqué cette année. C'était la saison dernière. De mémoire, il entrait en jeu. Delors avait été buteur lors de ce match. C'est très long. Je sais pas du tout. Delors avait mis un coup franc. Saint-Étienne. Bertigno. Merci, Bertigno. Bertigno haut la main, qu'il a eu direct, vraiment chapeau l'artiste. Large. Question concernant les stacks de 3 et son capitaine Adil Rami. Donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est la pire défense des 5 grands championnats. Question est la suivante. Combien de buts ont-ils concédé? 78. C'est non. Merde. 72. C'est non. Alors, on fait un 77. C'est non. On est dans cette dizaine. Ouais, 74. Et c'est non. 60. Je
Je sais plus à combien j'étais, 75. C'est non. Alors, on n'est pas, 71. on n'est pas sur un live géographie. On n'est pas. On est... Allez, Matt, 71. allez. Une dernière proposition peut-être. Allez. Vas-y, Bertigno. 71. Moi, je bouge plus. Bon, écoute, t'as gagné. C'était 70. T'étais au plus proche. Merde. C'est pas loin. T'étais pas loin. Ah, putain. Je veux dire, c'est toute compétition confondue, mais j'imagine qu'ils n'ont pas fait un grand parcours en Coupe de France, en fait. C'est vraiment en Ligue 1. Je l'ai pas précisé. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai compté les matchs amicaux. c'est Ah, pour ça. après j'ai dit pire défense des 5 grands championnats. Ma question était bonne, Matt. Ouais, c'est vrai, c'est Mm. vrai. Merci. J'avais la réponse. Alors, question, là aussi, concernant le match. Sur le terrain, il y avait un Niçois, je veux dire un joueur né à Nice. Le gardien, j'ai pas son nom, putain. De Le quel- gardien de 3. Ouais, C'est je validé. sais plus son nom. Gauthier Gallon. Ouais, Gauthier Gallon. Qui est, Merci, merci est- Alric. Je crois lâcher l'info dans un. Ou Seb Serrano, dans Copégon, je crois qu'ils l'ont sorti. on a affaire à un fidèle. 1 point pour Matt, 2 points pour Bertigno. Alors attention, nouveauté, là c'est une question, on va dire, stats. Je vais vous donner les stats, on va dire, avancées d'un joueur en particulier. Et vous allez essayer de deviner de qui il s'agit sur ce match. 108 ballons touchés, 96% de passes réussies. Dante. C'est Dante. Je suis désolé, Matt, là je t'ai mis dans une position un peu délicate. Oh, on a le Ouais. pro des stats en face. Ouais, il mange du. Regardez mange toutes de les la- stats. Il y a- Je pense que tu donnais même les. On a- tu On a un donnais les intraveineuse. ex- On a un tu donnais intraveineuse. les XA. Franchement, tu donnais les XA de Dante, il les avait. De toute façon, j'étais foutu. 0,22, j'ai hésité à la mettre. Messieurs, concernant toujours on va dire, le match et plus particulièrement la stack de 3, on parle d'un joueur qui a profondément marqué le cœur des supporters de l'OGC Nice puisqu'il s'agit de Ronny Lopez. La question est la suivante. Dans combien de pays a-t-il joué en club ? 4. C'est une très très bonne réponse. Putain, je l'avais. Est-ce que tu les as ou pas ? Bah, j'ai Portugal, France, Espagne et Angleterre, je crois. Il n'a pas joué au Portugal. Il n'a pas joué au Portugal, Ronny Lopez? Tu mets le doute. Non, il n'a pas joué au Portugal. Mais c'était 4. En fait, t'as oublié la Grèce. Il a joué à l'Olympiakos. Alors Ah ouais. attends. Alors attends. Persuadé qu'il J'aurais a joué au donné les Portugal. mêmes pays. Pour le coup, j'étais vraiment sur la même liste. J'avais fait la Ah même non, liste dans il a été formé. Il a été formé au Benfica, mais n'a pas joué en Il n'a professionnel pas au fait un Benfica. match. Il n'a pas fait un Ok. match. Puisqu'après, il Ah bah, a. tu vois, Mais c'est quand même une bonne réponse. Ensuite, il a poursuivi sa formation du côté de Manchester City pour ce bon vieux Ronny Lopez. Bon, c'est clairement une victoire de Bertigno. Dernière question quand même. On parlait des ventes de l'OGC Nice. À votre avis, quelle est la 5e meilleure vente de l'histoire de l'OGC Nice ? Loïc Rémy. Non. En 5e meilleure vente. Alan Saint-Maximin. Alan Saint-Maximin. Il est pas 18 4. millions. Et attends, du coup, c'est qui les 4 devant? On a Seri, Pléa. D'Albert. Série Pléa d'Albert et Gouiri. Oh Ouais. putain, oui, c'est vrai qu'il joue plus chez nous. Voilà. Mais il m'avait pas manqué. Hein. Ben, bravo, Bertigno, Une victoire et bien écrasante. aussi écrasante que l'OGC Nice face à 3 finalement. Une hein, finale de puisque- Coupe de France, quoi. Aïe aïe aïe, ouais, c'est bien de rappeler qu'il y a eu cette finale. Messieurs, eh bien, un grand merci à vous deux pour cette émission un peu à rallonge. Ça fait du bien quand même de reparler de l'OGC Nice, même si voilà, on a connu quand même meilleure saison. Il y a quand même un mois de compétition. Nous, on se retrouvera bien pour la fin de saison, pour les débriefs de fin de saison, les live mercato, bref, un programme assez chargé. Donc, eh bien, cette émission est à retrouver
sur YouTube dès ce soir ou dès demain matin et sur Spotify. Messieurs, merci beaucoup. Passez une très très bonne soirée et puis on se dit à bientôt. La Bayeta et Issa Nissa. Bientôt. Ciao, ciao.